Bonsoir. Public, privé, les tranchées sont creusées. Les laïcs ont manifesté aujourd'hui contre la réforme de la loi Fallou. François Mitterrand s'est dit offusqué et choqué. Michel Rocard a défilé. Le ministre de l'Éducation nationale nous dira en direct dans ce journal s'il redoute une nouvelle guerre scolaire. Bonsoir, François Bayrou. Les islamistes algériens tendent la main au gouvernement, mais une main de fer. Ils proposent l'ouverture d'une négociation, mais exigent au préalable la libération de tous les prisonniers. Nous écouterons le représentant du FIS en exil à Bonn, en Allemagne. Aimé Jacquet succède à Gérard Rouillet à la tête de l'équipe de France de football et l'OM pourra participer à la Coupe de France. Les nouveaux dirigeants du football français veulent reconstruire et apaiser. Voilà les dossiers les plus importants de cette édition, mais nous allons commencer par une information qui intéresse le plus grand nombre, ceux qui possèdent une auto ou ceux qui conduisent. Gare à vous si vous roulez trop vite, si vous oubliez la ceinture ou si vous buvez un verre de trop avant de prendre la route. Le gouvernement, préoccupé par le nombre d'accidents, 9000 morts par an en France, va se montrer encore plus sévère. Philippe Gassot. Les premiers visés par les nouvelles mesures sont les automobilistes aux pieds un peu lourds. Ceux-là, s'ils dépassent de plus de 50 km/h la vitesse limite, se verront traduits devant le tribunal correctionnel pour délit d'inconduite et 6 points de leur permis retirés. Si la ceinture n'est pas bouclée ou si le casque est oublié, ce sera 1 point de moins. Les inconditionnels de l'eau ferrugineuse n'ont rien à craindre. Pour les consommateurs d'alcool, c'est plus dur. La limite passe de 0,8 à 0,7 grammes par litre. Et si les Français abusent encore, cela pourrait descendre à 0,6 et même 0,5 le taux européen. L'autocontrôle de l'alcoolémie sera encouragé avec des éthylotests dans les voitures. La limitation spéciale jeune passera du fameux 90 à 80. La vitesse sera modulée, soit 110 sur autoroute et 100 sur les routes à 2 fois 2 voies. La durée de la période jeune conducteur a été doublée 2 ans au lieu d'1. Les bons élèves de la conduite accompagnée passeront sans transition dans la catégorie conducteur confirmé. Attention, les robots vont chasser les mauvais conducteurs. Une contravention nouvelle sera créée et utilisée quand radar automatique ou caméra auront enregistré une infraction. Les policiers ou gendarmes n'auront plus besoin d'être présents. Les engins seront disposés sur les points névralgiques et carrefours dangereux. Toujours en ce qui concerne les jeunes, l'école va enseigner le code de la route. L'attestation scolaire de second niveau sera généralisée dès l'année prochaine en 3e. Fini la conduite de cyclomoteurs sans rudiment de code de la route. Un brevet de sécurité sera exigé à partir du 1er septembre 1995 pour les jeunes entre 14 et 16 ans. Au volant, la vue, c'est la vie. Les conducteurs seront testés au niveau de la vue et cela tous les 10 ans. Le véhicule sera lui aussi examiné plus souvent et contrôlé techniquement tous les 4 ans et ce dès l'année prochaine. Plus question de téléphoner au volant dans des positions impossibles, les appareils seront adaptés à la conduite. Ces mesures sont destinées à limiter la tuerie de la route qui a fait autant de morts en 15 ans que la guerre du Liban. Écoutons quelques réactions glanées par Patrice Pellet et Claude Barnier. 0,7 g d'alcool dans le sang à la place de 0,8, une petite diminution qui prête à de grandes conversations. Je vois pas pourquoi on le diminue, de toute façon je suis contre l'alcool moi. Alors à partir du moment où on empêche les ivrognes de conduire, c'est une bonne chose. Ça devrait être 0, comme dans certains pays. À mon avis, il n'y a aucune différence. C'est pas suffisant? C'est absolument pas suffisant. Excès de vitesse, 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée. De la simple contravention au délit, 6 points en moins qui font mal. Moi je dirais que la vitesse excessive en race campagne avec toute la sécurité, oui. 70 km/h en ville, par exemple, là il y a du risque, il y a du danger. Le nombre de points, c'est pas gênant à mon avis, mais c'est le tribunal qui est plus gênant. Le fait que le casier en prenne un petit coup, c'est pas très agréable. Alors ça je suis contre par contre. Parce que c'est pas parce qu'on va vite qu'on est dangereux. Le contrôle médical obligatoire de la vue. Là, les points de vue convergent. Je dirais que c'est plutôt normal, je pense que c'est plutôt normal. Le brevet de sécurité routière obligatoire en septembre 95 pour les 14-16 ans. C'est bien pour la sécurité, parce que les gens à 14 ans, ils ne savent pas faire grand-chose. D'accord. À part déconner. Je pense que c'est une bonne chose quand même. Parce que j'ai un ami, Philippe, il a son scooter depuis 4 mois et il a déjà eu 7 accidents. L'apprentissage de la route doit s'acquérir dès l'adolescence pour qu'un autre état d'esprit règne sur la route. L'école publique a séché les cours aujourd'hui pour aller dans la rue et pour protester contre la réforme de la loi Fallou, contre le principe d'une aide publique plus importante à l'école privée. Chantal Kimerlin, Christian Leroux. C'est pas l'école privée qu'il faut financer dans un moment.
Venus de toute l'île de France, ils étaient 12 000 selon la préfecture, 50 000 selon les organisateurs, à manifester au cri de « l'argent public au public » ou encore « République, ça rime avec laïque ». Aux enseignants, profs et instituteurs s'étaient joints les lycéens, les étudiants, quelques parents d'élèves et un ancien ministre du budget. C'est un petit coup d'État, quoi, qui porte un coup terrible aux valeurs fondamentales de la République, à un moment où les Français ont besoin, parce qu'il y a beaucoup de situations difficiles, de précarité et de malheur, ont besoin de solidarité et d'unité et pas de division. La manifestation était très nettement menée par la FSU, la fédération des syndicats les plus à gauche et dissidente de la FEN. Une fédération syndicale qui s'étonnait elle-même du succès d'un rassemblement organisé dans l'urgence. C'est une véritable réaction de colère spontanée des collègues. Ils ne viennent pas parce qu'il y a des consignes, ils viennent vraiment parce qu'ils ont de la colère à exprimer et une volonté à exprimer. En province, 60 manifestations ont rassemblé à peu près 50 000 personnes du nord au sud de la France. La plus importante après Paris a eu lieu à Toulouse avec 8 000 manifestants scandant « Bayrou, Picsou ». Tout près de là, à Foix, dans l'Ariège, Michel Rocard s'est rallié aux manifestants. Il était venu, selon son expression, en militant de base. Tout le monde est insulté quand on se dit, quand on nous laisse dire qu'en France, il y aurait des endroits où on recevrait des établissements, des enfants dans des établissements scolaires, publics ou privés, peu importe, qui menaceraient ruine et de s'effondrer dessus. C'est une honte. Et ce sont les maires qui sont responsables de la sécurité. Tous les maires ont été insultés. Prochain rendez-vous donné par le camp laïque pour une manifestation nationale, le dimanche 16 janvier 1994 à Paris. Les laïcs ont reçu aujourd'hui même un appui de poids, celui du chef de l'État qui s'est dit heurté par le comportement du gouvernement. Le droit des parlementaires n'a pas été respecté. Et vraiment, cela me heurte, autant que tout citoyen doit l'être devant un comportement de ce genre. Si on devait pousser à l'extrême ce type de situation, toutes les lois difficiles pourraient être arrachées de la même manière et il n'y aurait plus de vie parlementaire et il n'y aurait plus de démocratie. Je ne crois pas avoir connu un cas semblable, aussi expéditif, quoi. Visiblement, ceux qui ont voulu cette réforme ne se sentaient pas sûrs d'eux-mêmes au point d'affronter la clarté et le débat. Sans aborder le fond, je pourrais l'aborder, mais sans aborder le fond, la forme est vraiment choquante. Et comme toujours, vous savez bien, la forme rejoint le fond. Les procédures parlementaires ont-elles été respectées? Pourquoi le gouvernement a-t-il tenu à aller vite? Avant de poser la question à notre invité, l'auteur de la réforme, François Bayrou, un rappel rapide pour tenter de comprendre cette affaire et pour évaluer ses conséquences sur la cohabitation. Nathalie Saint-Cric. On la disait courtoise, tournerait-elle à l'aigre, et ce pour cause de loi Fallou. Le contentieux est ancien, mais l'affaire vient de prendre un tour nouveau, carrément agressif. Printemps dernier, Édouard Balladur et sa majorité, comme ils s'y sont engagés pendant la campagne électorale, veulent réviser la loi Fallou. Guérilla socialiste au Sénat, Édouard Balladur ne pourra y arriver avant la fin de la session parlementaire. Solution alors envisagée, faire passer le texte en session extraordinaire. Mais le chef de l'État s'y oppose. Il convient, dit-il, de prendre son temps pour ce débat de fond afin de ne point risquer de rallumer la guerre scolaire. On me dit qu'il y a une extrême urgence. Je me dis, voyons, ça fait exactement 143 ans qu'elle attend cette loi. Elle ne peut pas attendre le mois d'octobre et je le dis. Édouard Balladur prend acte. Certains croient alors l'affaire enterrée, mais le gouvernement demande au doyen Vedel un rapport, c'est classique, sur l'aide des collectivités locales aux établissements privés. Puis le calendrier s'accélère, lundi le rapport est remis, mardi, mercredi, inscription surprise et discussion éclair au Sénat, la loi Fallou est abrogée. Les socialistes hurlent, crient au coup de force. À l'Élysée, on dénonce les méthodes à la hussarde du gouvernement. Édouard Balladur, lui, très calme, en appelle à la Constitution. La Constitution confère au gouvernement et au chef du gouvernement la prérogative d'inscrire un texte à l'ordre du jour. J'en ai usé parce que cela me paraissait conforme à la justice et à l'intérêt général.
Aujourd'hui, François Mitterrand en appelle, lui, au droit du Parlement qu'il juge bafoué. La méthode Balladur ne lui a pas plu. Prochaine étape, la décision du Conseil constitutionnel. Puis le chef de l'État pourrait toujours demander au Parlement un nouveau vote. Mais une telle déclaration de guerre de l'Élysée n'est pour l'instant pas envisagée. Alors François Bayrou, je voudrais faire une petite rectification. Vous n'êtes pas précisément l'auteur de la réforme. Vous avez repris une proposition de loi d'un parlementaire RPR, Bourbrov. Qu'est-ce qui se passe? La cohabitation était tranquille et puis la patatras, coup d'État, coup bas. Vous êtes auteur d'un coup d'État? Est-ce que nous avons une tête de putschiste? Non, c'est pas ça, mais je suis ministre du gouvernement et un ministre du gouvernement ne polémique pas avec le président de la République. Alors je vais simplement donner quelques chiffres qui ont été rappelés d'ailleurs pour l'essentiel et qui montreront exactement ce qu'il en est. Entre le moment où ce texte, qui est très court, il fait une page ou un peu moins, et il y a 5 lignes essentielles. Donc vous voyez, c'est un des textes les plus courts qu'on puisse examiner. Entre le moment où ce texte a été déposé à l'Assemblée nationale, commencé d'être examiné, et le moment où il a été adopté, il s'est écoulé, on vient de le rappeler, 5 mois et demi. On a déposé sur ces 5 lignes utiles, sur cette page, écoutez bien, 6200 amendements. Alors quand on dit qu'il n'a pas été examiné, bien sûr ça fait sourire. Et j'ajoute que sur ce texte, on a débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat 49 heures, j'ai fait le compte, 49 heures et 10 minutes. Alors, franchement, vous savez bien vous-même le nombre de sujets que vous avez consacrés à cette réforme. On a pris tout le temps de l'examiner jusqu'à l'accélération finale. Il est vrai qu'il y a eu une accélération parce que nous n'avions que jusqu'à lundi soir pour adopter ce texte. Ça veut dire que vous refusez l'idée d'une seconde lecture au Parlement de ce texte? C'est pas ça. Pour l'instant, le président de la République l'a dit, il n'y a de loi que lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Le président de la République a ses prérogatives, à lui de faire ses choix. Mais de votre côté, il y a un point de non-retour, vous avez pris une décision, vous vous y tenez. Le texte a été adopté par la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors parlons du fond. Vous avez entendu à la manif, Bayrou pique sous. Oui. Vous piquez les sous du public pour le donner au privé? J'ai entendu 2 choses, si vous voulez bien. La première chose, c'est les politiques. Et en pensant à eux, il n'y a qu'un mot qui me vienne, c'est hypocrite. Et je le dis gentiment, mais fermement. Sur votre plateau, hier soir, à ma place, Michel Rocard vous a dit qu'à Conflans-Sainte-Honorine, il aidait, lui, l'école privée. Et ça veut dire qu'il a défilé aujourd'hui pour empêcher les autres maires de faire ce qu'il fait lui. C'est de l'hypocrisie. Monsieur Charras a participé à la manifestation. Quelqu'un de truculent. Bien, il a participé à la manifestation. Il était ministre du budget quand M. Lang, il y a 1 an, a signé avec le père Cloupet les fameux accords Lang-Cloupet qui donnaient beaucoup plus à l'école privée que ce qu'a donné cette adaptation du texte. Mais pourquoi ne pas en être resté là? Donc, de ce point de vue-là, j'ai entendu les hypocrites. Mais j'ai entendu autre chose. Et si vous voulez bien, je souhaiterais qu'on parle un peu de cela. J'ai entendu les gens sincères. Et je n'avais pas imaginé qu'une adaptation des textes aussi mineurs, qui consiste simplement à permettre aux mairies qui le souhaiteraient de faire des réparations dans une école privée. Ça ne paraissait pas une révolution. Cela, il ne défilait pas contre le privé. Mon sentiment a été qu'il ne défilait pas contre le privé. Parce que si c'est une manifestation de plus publique contre privé, ça n'a aucun intérêt. Il défilait pour défendre une idée de l'école qu'il sentait mal aimée. Une idée de l'école publique qu'il sentait mal aimée. Et cela m'intéresse. Ça veut dire que depuis des années, 10 ans, 15 ans, je ne veux pas mettre de limite politique, ils ont le sentiment d'un décalage de plus en plus grand entre l'école publique, eux qui en sont les maîtres, et l'opinion et les politiques. Eh bien, s'il faut un vrai plan de relance pour l'école publique, pour qu'ils sentent qu'ils ne sont plus mal aimés, moi je suis prêt à ce plan de relance. Je reprends les arguments de certains. Une aide publique plus importante au privé, pourquoi pas? Mais dans ce cas, pourquoi ne pas racheter des murs, puisqu'on les rénove? Eh bien, ça c'est encore un mensonge. Dans la loi, une des choses qui sont marquées sont très simples. Si on arrête de faire l'école dans ces murs, il faut rembourser l'argent. Il faut rembourser la subvention. Vous voyez que c'est parfaitement clair et parfaitement protégé. Songez que, tout de même, dans un pays moderne,
les maires pouvaient mettre tout l'argent qu'ils voulaient dans les clubs de foot, des dizaines de millions, des milliards anciens. Ils pouvaient construire des patinoires, ils pouvaient sponsoriser des concerts rock. La seule chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire, c'était des travaux de réparation dans des écoles. Vous trouvez ça juste? Alors, on voit bien l'opposition entre les arguments des uns et des autres, mais est-ce que vous pensez aux conséquences politiques que cela pourrait avoir? En 1984 à l'envers, des centaines de milliers de personnes laïques défilant dans les rues et posant un problème politique. Une sorte une guerre scolaire à nouveau. Vraiment, pardonnez-moi. En 1984, que se passait-il? On voulait supprimer l'école privée. Supprimer l'école privée. Aujourd'hui, qui a dit jamais qu'il était question de porter atteinte à l'école publique? Il est question de permettre aux maires de faire des travaux de réparation à l'école privée, dont les professeurs sont déjà diplômés d'État, suivent les programmes d'État et sont payés par l'État et inspectés par l'État. Franchement, s'il y a en France aujourd'hui, avec les problèmes que nous avons, un sujet de guerre à ce que des réparations puissent être faites dans des écoles privées, après tout les enfants qui sont dans les écoles privées, des enfants comme les autres, leurs parents sont des citoyens comme les autres et des contribuables comme les autres. Ils paient les impôts comme les autres et il n'y a pas de raison de les priver de la sécurité indispensable et il n'y a sûrement pas de sujet de guerre à ce propos. Merci François Bayrou. Un coup à gauche, un coup à droite, Christian Estrosi, député RPR de Nice, ne l'est plus. Son élection a été invalidée par le Conseil constitutionnel qui reproche aux parlementaires de ne pas avoir respecté les dispositions du Code électoral. Valérie Hermé, Didier Beaumont. Évincé cet été de la présidence du RPR des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi vient en quelque sorte de recevoir le coup de grâce. Un coup de grâce en provenance cette fois du Conseil constitutionnel. Cette décision est tout à fait scandaleuse et ne revêt qu'un caractère purement politicien de la part du Conseil constitutionnel dirigé par des hiérarques du Parti socialiste. Je précise qu'à ce jour, je suis le seul candidat, le seul, dont les comptes de campagne ont été approuvés à avoir été invalidés. Ces explications techniques ne pourront rien changer. La décision du Conseil constitutionnel est sans appel. Un coup sévère porté à la carrière politique de cet ex-bébé médecin, déclaré inéligible jusqu'au 28 mars 1994. C'est donc sans lui que son adversaire Jacques Perrat, leader niçois du Front National, ressaisira sa chance d'ici 3 mois. Il avait frôlé la victoire en mars dernier. Ce sera ma 4e campagne de l'année. Je m'y lancerai au lendemain du 2 janvier avec beaucoup de fougue et beaucoup d'espoir. Un problème de taille pour les instances du RPR. Qu'il vienne de Paris ou de Nice, son candidat devra faire le poids face à Jacques Perrat. Et les regards se tournent une fois encore vers Jean-Paul Baretti, le nouveau maire, mais ça n'est pour l'instant qu'une simple hypothèse. La Poste pourra voler encore plus vite. La rumeur dit qu'elle pourrait acheter une partie du capital d'Air Inter. À cette rumeur, il faut ajouter une info, une vraie. Air Inter doit faire 600 millions de francs d'économies par an. Pascal Golomer. D'abord, un constat. Air Inter accusera en 1993 un déficit de 250 millions de francs, 4 fois plus que l'an dernier, et les prévisions ne sont guère optimistes. Le trafic national devrait rester stable, 16,5 millions de voyageurs par an. Le réseau international, lui, devrait croître en revanche avec l'ouverture de nouvelles lignes vers le Maghreb et l'Espagne. Mais cela ne sera pas suffisant. La nouvelle direction l'a annoncé aujourd'hui en comité d'entreprise, il va falloir économiser. 600 millions de francs par an, 5% du chiffre d'affaires. Avec une politique commerciale plus agressive, une réduction drastique des frais généraux et puis aussi un gros effort de productivité chez les salariés. Promis, dit la direction, il n'y aura ni licenciement ni baisse des salaires, mais un allègement des charges de personnel. C'est encore flou, cela devrait se préciser lors des premières négociations, sans doute orageuses, avec les syndicats. Enfin, Air Inter souhaite ouvrir son capital. Air France, qui en possède plus de 72% actuellement, ramènerait sa part à 51%, ce qui lui apporterait de l'argent frais. Le personnel pourrait en acquérir 5%, le reste étant destiné à d'autres partenaires. La Poste est sur les rangs, elle qui exploite déjà avec Air France l'aéropostale. Le Front islamique du salut veut bien négocier avec le gouvernement algérien mais pose des conditions draconiennes. François Joly a rencontré son représentant en exil à Bonn, en Allemagne. Peu de doute, si ce matin à Bonn, Rabat Kébir, porte-parole du fils en exil, avait convoqué cette conférence de presse, c'était peut-être plus pour s'adresser au gouvernement algérien qu'aux journalistes réunis à l'occasion. Et le message était clair.
Toujours pas de dialogue avec le pouvoir en Algérie, mais des négociations avec des conditions précises, comme la libération de tous les prisonniers et bien sûr de leurs leaders Ali Belhadj et Abbassi Madani. Plus nouveau, la demande pour qu'un pays tiers apporte son assistance dans de futures négociations. À plusieurs reprises, la France est dénoncée comme un appui au gouvernement algérien. Quant à la responsabilité du fils dans les assassinats d'étrangers en Algérie, la réponse de Rabah Kebir est toujours aussi ambiguë. On a dit à plusieurs reprises que le fils, ce n'est pas de la politique de fils de se prendre aux étrangers. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire est combattre la dictature en Algérie. Depuis plusieurs semaines, cet homme qui vit clandestinement en Allemagne apparaît de plus en plus souvent en public. Peut-être une façon de se revendiquer comme une voix incontournable, alors que l'on parle de plus en plus d'éventuels contacts entre certains membres du FIS et le pouvoir algérien. La situation devient si critique en Algérie qu'une remise de prix littéraire, habituellement organisée dans ce pays, a eu lieu aujourd'hui à Paris, une occasion pour Olivier Lerner de rencontrer des intellectuels algériens qui craignent pour leur vie et pour leur pays. Les fondations laïques et indépendantes du pouvoir en Algérie ne courent pas les rues. La fondation Nourdine Abba est la première et la seule en fait à réunir ces deux critères dans le monde arabo-musulman. Un crime de lèse-majesté puisque la fondation décerne cette année ses prix littéraires à Paris et non à Alger pour des raisons évidentes de sécurité. J'ai créé une fondation qui couronne quoi? Qui couronne l'intelligence est menacée. Qui couronne quoi? La tolérance est menacée. Vous avez reçu des lettres de menace? Vous êtes condamné? Non, je n'ai pas reçu de lettres de menace. Ne jouons pas comme jouent certains écrivains algériens. Je ne veux pas qu'on me prenne pour Salman Rushdie. Il y en a qui se plaisent à jouer ce rôle-là, moi pas. Je n'ai pas reçu de lettre de menace. Mais ce n'est pas la peine d'en recevoir, je suis sur la liste. À un moment donné, j'avais le désir de revivre en Algérie, mais les conditions qu'on accorde aux femmes là-bas sont très très difficiles et je pense que là, mon choix est fait. La famille intellectuelle a été drôlement malmenée, c'est sûr. Beaucoup pour quitter le pays. Le dernier en date, c'est notre ami Mimouni qui, lui, après avoir, je pense, supporté pendant longtemps l'angoisse, le stress, a fini aussi par s'exiler. Ces auteurs algériens, récompensés aujourd'hui quelque part dans le 14e arrondissement de Paris, retrouveront dès demain leur page blanche d'exilés déchirés. En Russie, élection ne rime pas encore vraiment avec démocratie. Les anomalies pendant la campagne électorale et après la campagne ont été si nombreuses que le résultat prête à confusion. Marcel Triat. Globalement, le scénario catastrophe pour Boris Yeltsin se confirme. La commission électorale vient de lui ôter toute illusion. Le parti libéral-démocrate d'extrême droite de Vladimir Zhirinovski disposera de 80 députés environ sur 450 à la Douma. Avec les communistes et les agrariens, les opposants résolus aux réformes disposeront en tout d'environ 40% des sièges. En phase 2, les démocrates, toutes tendances confondues, ne totaliseront que 35% des sièges. Tout dépendra donc des alliances nouées avec le marais des centristes et des indépendants. Hier soir, Alexei Mitrofanov, l'homme de confiance de Vladimir Zhirinovski, nous révélait que son parti avait mis au point un plan consistant à intégrer des sous-marins de son parti dans les listes de candidats de plusieurs autres partis, et que le jour venu, l'extrême droite ne disposerait pas de 80 députés comme prévu, mais de 200 au moins. Une manipulation qui ne semble pas poser le moindre problème au président de la commission électorale. Cette déclaration, affirme-t-il, ne contredit en aucune façon la loi électorale. Étrange démocratie, où l'on peut impunément se réjouir d'avoir purement et simplement dupé les électeurs. Parmi les listes abritant les coucous de Vladimir Zhirinovski, d'après son porte-parole, celle du Parti agraire et celle du Parti communiste, dont les responsables ont d'ailleurs affirmé qu'ils étaient prêts à s'allier au moins ponctuellement avec l'extrême droite. En somme, la résistible ascension de Vladimir Zhirinovski ne semble pas inquiéter grand monde en Russie. Et même dans le camp de Boris Yeltsin, certains n'hésitent pas à lui faire les yeux doux. En avril dernier, alors que son anniversaire battait son plein, Alexei Mitrofanov, toujours le même, lui apportait un étrange télégramme. Sincèrement, je vous souhaite une bonne santé, beaucoup de bonheur personnel et des succès ultérieurs dans votre activité sociopolitique. Signé, ministre de la Défense de Russie, Pavel Grachev. Apparemment, les bons vœux du ministre de Boris Yeltsin sont en train de se réaliser. À Toulon, la mère et l'enfant se sont retrouvés. La mère était en prison pour avoir refusé le droit de visite de Violaine au père.
Elle a bénéficié d'une grâce présidentielle. Cette mesure de clémence l'incitera-t-elle à se montrer plus souple avec le père pas sûr? Chronique de notre vie contemporaine par Valérie Gaget et Jean-François Georgetti. C'est en rentrant de l'école cet après-midi que Violaine a retrouvé sa maman. La petite fille âgée de 7 ans avait l'air aussi heureuse que troublée par l'étrange jeu médiatique auquel sa mère l'invitait à participer. Oui, le bébé, oui, regarde ma chérie, regarde-nous là. C'est un aboutissement logique, je pense. C'est un combat humain, donc ça aboutit à une grâce présidentielle. J'en suis très émue, contente en même temps, mais c'est pas l'aboutissement de tous ces ennuis, pas du tout. Le combat continue différemment. Janine Colette-Meunier a été libérée en début d'après-midi après 40 jours d'incarcération. Elle devait normalement purger une peine de 6 mois de prison pour avoir refusé de présenter Violaine à Jean-Jacques Landrat, son père naturel. Cet homme, que l'on voit ici en compagnie de Violaine à l'âge de 2 ans, réclame le droit de visite de sa fille 2 dimanches par mois. Malgré le différend qui le pose depuis 3 ans à la mère de Violaine, il s'était associé à la demande de grâce présidentielle dans l'intérêt de l'enfant. Cette décision de grâce ne légitime nullement les errements de Madame Colette dans le passé. Cette décision est une décision d'apaisement. C'est une remise à zéro dans l'espoir que la situation redeviendra normale et qu'il n'y aura plus de procédure à faire ni d'un côté ni de l'autre. Le droit de visite du père de Violaine ayant été suspendu, une tentative de médiation familiale va être faite. La petite fille verra régulièrement un psychiatre pour enfants qui essaiera d'établir ce qui est le mieux pour elle, loin du monde des adultes qui s'entredéchirent. Supraconducteur, retenez bien ce terme, l'École supérieure de physique et chimie de Paris a fait une découverte révolutionnaire. Elle a mis au point un matériau qui laissera passer le courant électrique sans déperdition d'énergie. Les conséquences s'annoncent spectaculaires. Philippe Dumais, Jean-Louis Bousser. Ces petits échantillons vont révolutionner le monde électrique. Ils sont supraconducteurs, c'est-à-dire que le courant électrique ou les électrons peuvent passer dedans sans aucune perte d'énergie et surtout à température ambiante. Reste à savoir si on pourra les industrialiser. Mais à partir d'une base en cuivre, Michel Lagu a eu l'idée de modifier son échantillon en apportant presque atome par atome du calcium, du strontium, de l'oxygène, du bismuth et d'autres ingrédients, à l'instar d'un véritable chef de cuisine, pour arriver au résultat. Je crois que notre travail est un espèce d'art culinaire où nous devons déposer des couches atomiques les unes après les autres, dans des conditions de température, de pression, des conditions de flux atomique extrêmement précises. Jusqu'à présent, les matériaux supraconducteurs étaient refroidis à moins 150 degrés pour fonctionner correctement, mais avec quelle difficulté? La grande découverte de Michel Lagu est donc d'avoir inventé un alliage qui laisse passer le courant sans aucune résistance. On est encore dans le domaine de la recherche, mais on imagine déjà les conséquences économiques. Par exemple, des ordinateurs superpuissants, minuscules et sans leurs énormes systèmes de refroidissement. Toute l'électronique et les télécommunications seront bouleversées. En médecine, les appareils comme la résonance magnétique nucléaire deviendront des machines simples. Et tout cela sera bien moins cher. EDF même doit rêver. Elle perd 13% de sa production en chaleur inutile dans les lignes électriques à cause de ce que l'on appelle l'effet Joule. L'OM refait surface. L'équipe de Bernard Tapie, qui remonte dans le championnat, a appris aujourd'hui qu'elle allait pouvoir participer à la Coupe, décision prise par les nouveaux dirigeants du football français, qui jouent l'apaisement et qui ont comblé par ailleurs un vide. Aimé Jacquet, l'homme tranquille, succède à Gérard Houllier à la tête de l'équipe de France. Christophe Duchiron. On s'attendait à du neuf, à du changement, et voilà qu'on nous propose du neuf, avec des vieux routiers. Et Aimé Jacquet, 52 ans, ex-numéro 2 de l'équipe de France, devient calife à la place de l'ancien calife. Bonsoir, monsieur Jacquet. Bonsoir tout le monde. Si vous le permettez, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Bien, revenons en arrière. Avant d'être l'adjoint de Gérard Houllier, Aimé Jacquet était l'entraîneur du Grand Bordeaux à la fin des années 80. En juillet 92, le voilà avec l'équipe de France. Avec les Bleus, depuis 1 an et demi, il a tout vu, tout connu, le meilleur comme le pire. Noël Le Graët devait nommer un intérimaire. Apparemment, Aimé Jacquet est là pour durer. Tous les entraîneurs sont des intérimaires, à plus ou moins longue échéance. J'essaierai d'être le plus longtemps possible intérimaire. Pour durer, Aimé Jacquet a un objectif, qualifier l'équipe de France pour le championnat d'Europe en 1996, avec des joueurs nouveaux sans doute. On lui souhaite en tout cas de ne pas faire du bluff avec les vieux. Aimé Jacquet a raison de penser que les entraîneurs sont des intérimaires.
le compte à rebours est commencé. La belle Katharina est de retour pour notre plus grand plaisir. Yann Lavoie, Roger Motte. La grâce est de retour, l'élégance et l'esthétisme aussi. Katharina Witt a voulu faire de ce dernier entraînement la répétition générale de son programme libre qu'elle exécutera demain. Son retour à la compétition ne pouvait pas se faire dans l'anonymat. Comment ignorer une telle championne qui, après 6 ans de professionnalisme, désire s'offrir à 28 ans une dernière Olympiade et délivrer au monde un message de paix. À la télé, aujourd'hui, on ne voit que de la misère, des problèmes. Le monde ne tourne pas autour du patinage, mais pourtant, pour moi, l'essentiel, c'est le patinage. Et mon programme libre s'appelle « Dites-moi où sont les fleurs ». C'est un message de paix. Un message qu'elle n'avait pas eu le temps de faire passer car le mur de Berlin n'était pas encore tombé en 88 lorsqu'elle a remporté son dernier titre olympique. Depuis, elle semble courir après le temps perdu. Ce retour en est une preuve. Mais le temps n'a pas joué pour elle. En 6 ans, le patinage a énormément évolué. À son époque, 3 triples sauts suffisaient pour s'imposer. Aujourd'hui, ses rivales en réussissent au moins 6 ou 7 dans un programme. Katharina, ça, elle le sait. Et c'est aussi pour cela qu'elle a voulu revenir avec à ses côtés, comme au bon vieux temps, Jutta Müller. Revenir pour faire triompher l'artistique plutôt que la technique. Je trouve ce retour fantastique. C'est un rêve de patiner à ses côtés. Par ailleurs, elle fait preuve d'un grand courage. Daniela avait comme les autres patineuses 10 ans lorsque Witt a arrêté la compétition. Alors instinctivement, respectueusement aussi, elle s'écarte lorsque leur aîné s'élance. Le défi de Katharina Witt, plus séduisante que jamais, prend forme. Pour réaliser son rêve, aller aux Jeux Olympiques, elle doit d'abord monter sur le podium des championnats d'Allemagne demain, puis faire partie des 2 meilleures Allemandes lors des championnats d'Europe dans un mois. Ce sera dur. Je me sens bien, je suis confiante et j'espère bien le prouver. Vraiment très confiante? Il y a des belles qui glissent seules, il y en a d'autres qui se laissent entraîner. Sandrine Meur, Christophe Cadeau. La première fois que je vois la bête, j'ai très peur. Puis les enfants ils me disent « N'aie pas peur, c'est la bête, faut pas que tu aies peur ». Fait que ils sont très gentils, puis moi ça m'apporte beaucoup de bonheur. Il était une fois, interprété sur de la glace américaine, une vilaine bête très humaine et une belle, loin d'être bête. Belle, c'est une personne très spéciale. Elle apprend à connaître les gens pour comment ils sont, à l'intérieur. Elle ne se fie pas aux apparences. Donc, c'est pour ça qu'elle est capable de tomber en amour avec la bête, parce qu'elle voit beaucoup plus loin que ce monstre. Qu'est-ce que tu dis, maman? Ce sont des histoires de grandes personnes. Victoire du bon, du bien, du vrai, message reçu. On n'a pas besoin d'être beau pour aimer quelqu'un. On a l'impression que ça pourrait arriver. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont fait ce spectacle et qui l'ont préparé pour le montrer dans cette salle. Et c'était vraiment très bien, très réussi. Merci beaucoup. Le polar, la culture, les infos, le ciné, voilà votre programme du soir. Le polar avec Maigret Crémer, la culture pivot naturellement, les infos le fait, et le ciné Guitry avec Désiré, plus la météo du SD samedi dimanche avec la belle Sophie Davant. Bonne soirée sur France 2, vous retrouverez demain à 13h puis à 20h. Hervé Claude, bonsoir.